grosses verrues devant les gens. Donc, le long des rues, là, je ne sais pas si ça se voit bien à cette échelle, mais c'est qu'on repère les endroits qui sont marqués zones préservées, c'est eux qui permettent que cette espèce d'effet de talus autoroutier, ok, on l'a, mais on ne l'a pas sur 20 km. On en a des bouts de 60 mètres, et puis on a un bout de forêt qui dépasse, et puis après on en reprend un petit bout, et on essaye d'avoir une sorte de compromis, et qui est assez, j'avoue, si j'en suis assez fier, c'est aussi parce que ça a été dur à obtenir, parce qu'en face de vous, vous avez des ingénieurs avec des budgets en cause qui sont extrêmement importants, et que lui faire reculer une plateforme technique, ne serait-ce que de 15 mètres, je peux vous dire que c'est vraiment la guerre. Et donc il faut, enfin pour moi c'est un élément de paysagiste assez important, même si ça n'est pas poétique et que ça ne fait pas bien dans le book une image de CSDU. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai et la projection. Maintenant, c'est quelques petits aménagements urbains commentés, donc on va être un petit peu plus léger. Dans la série On ne fait rien, j'ai enlevé pour faire plus court des images avant où je montrais une agence lyonnaise très renommée qui a fait un projet et qui maintenant défend la notion de frugalité, alors qu'elle a remis à plat un truc, mais quelque chose d'incroyable. Et là, c'est pour me rattraper. Je trouve un travail superbe où ils n'ont quasiment rien fait. C'est-à-dire qu'ils sont contentés de mettre une allée béton sur le programme de Rive de Saône, qu'ils l'ont bien calibrée, bien faite, elle est agréable, tout est bien rapporté sur les bords, et puis c'est tout. Et simplement, il se trouve que cet endroit des berges de la Saône, eh ben, on a une végétation qui est tout à fait agréable et sympathique. Ok, il y a quelques orties. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez une gestion intermédiaire, vous avez deux fauchages intermédiaires d'une petite bande latérale, juste pour les orties sur le bord des piétons. Et sinon, on a tout un tas de choses très sympas, et notamment toute la fin de saison en septembre, avec beaucoup d'astères, il y a beaucoup d'astères en bord de Saône sur ce genre de zone. Et puis, un petit peu d'un truc aussi, voilà, le génie écologique, ça peut être mignon. Ça, c'est l'agence in situ, c'est toujours dans Rive de Saône, c'est le programme des guinguettes à Rochetaillé. Et puis, celui-là aussi que j'aime bien, toujours pareil, bifonctionnalité. Ils ont fait un grand théâtre de verdure, ça c'est Tim Boursier et Anne-Laure Giraud, et c'est le parc des Berges. C'est donc un petit peu au nord du parc de Gerland pour ceux qui connaissent. Et en fait cet amphithéâtre de verdure, eh ben, c'est avant tout un énorme bassin tampon de pluvial de tout le quartier environnant. C'est-à-dire qu'il faut admettre que quand il va pleuvoir un bon coup toute la journée, bah, le lendemain, oui, enfin le lendemain et le surlendemain, il ne faut pas y aller, il faut attendre, ça va se dissiper tranquille. Mais ça sert de réserve. Donc, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque de toute façon, le lendemain où il a plu, c'est pas le jour où on va aller s'installer dans l'herbe. Je trouve ce genre d'aménagement extrêmement malin et très pratique, à la fois sans prétention et remarquablement efficace. Et puis un autre que j'aime beaucoup, alors là c'est non seulement quelqu'un que j'aime bien, mais c'est même un ami, il s'appelle Benoît Scribe, il travaille à une agence qui s'appelle Gauthier Conquête. Il s'est passionné pour le plessage. On a rencontré un plesseur qui s'appelle Franck Viel, qui est originaire du Perche, et il le fait travailler à plein d'endroits différents, y compris dans des zones où on ne s'attend pas à avoir des plesseurs comme les cités agricoles ou des choses comme ça. Et là, on est en banlieue de Lyon, Est, Saint-Priest, mais je ne suis pas certain. Et là, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'à la fois, c'est un projet avec une certaine architecture, hein, c'est-à-dire que le plessage, c'est pas comme les gens qui posent des petits saules en croix pour faire joli, et puis au bout de 3 ans, c'est tout foutu, ça pousse pas en haut, et on est dans un travail qui est durable, on est bien d'accord, avec une gestion qui est tout à fait rationalisée, et en fait, il a utilisé plus de la moitié du linéaire, il l'a utilisé à l'intérieur de nous. Donc on a vraiment là encore une multifonctionnalité, là vous le voyez en période de pluie. Vous le voyez sur les bordures d'immeubles. Il a poussé la chose jusqu'à bien évidemment faire intervenir les enfants du quartier, non seulement pour leur montrer, leur faire des petites animations, les piqûres de sauce c'est quand même un truc en pédagogie, c'est trop cool parce que ça marche à tous les coups. Il s'est aussi occupé de proposer une formation à l'entreprise, rencontrer le plesseur, rencontrer si on est bien d'accord, si en fait c'est bien 1 fois par an, c'est bien 2 fois par an. Je veux quelqu'un qui connaît l'entreprise.
Ouais, allez-y, prenez la photo, j'attends. C'est fait. Voilà. Et en fait, voilà, donc on va jusqu'au bout, les gens ont de l'ombre en été, quand ça commence à devenir plus intéressant de récupérer du soleil, il y a la taille, les déchets sont immédiatement mulchés au pied, tout ça est calibré à peu près correctement, pour l'instant ça tient très bien, je trouve que c'est vraiment une idée d'aménagement qui a un vrai intérêt. Alors on n'est pas dans la qualité des habitats écologiques, hein, mais on est quand même dans une multifonctionnalité et quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et puis là, dans les urbains, alors je voulais mettre un petit truc à moi dans les urbains, c'est vraiment anecdotique, mais c'est plutôt pour rigoler qu'autre chose, c'est qu'il y avait un concours de... je crois qu'il y a eu seulement deux... ça a eu lieu 2 fois à Lyon. Le festival des jardins brus. Donc le principe c'était de reprendre sur des places de parking des sortes de carrés de 4,50 par 4,50, des sortes de carrés en traverse, oui, comme on voit beaucoup maintenant. Et puis de proposer ça à des artistes, quoi. C'était genre œuvre d'art provisoire. Et puis le concept c'était de se dire, mais essayez d'imaginer si ça pouvait se développer. Alors là, moi j'ai foncé. J'ai trouvé une idée là-dedans, c'était que c'était des corridors discontinus. Je me suis dit, mais si sur un carré on met juste un petit bout de haie, mais qu'en fait c'est multiplié par 50, est-ce qu'on n'a pas un corridor? Bon, ok, il est en Poitiers, mais ça peut quand même être intéressant. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une niche à lézard, par exemple? C'est pas bien compliqué, c'est des tas de sable avec des cailloux, quelques plantes de terrain sec. Et donc je leur ai fait toute une déclinaison, et puis finalement j'en ai proposé version simplifiée, où en fait, dans la durée du festival, en fait, je m'y étais pris un peu à l'avance, j'avais cultivé des plantes sauvages en pot, quoi. Et j'ai collé mes 30 espèces dans mon petit carré, avec un sol urbain crevé par la végétation, donc il y avait les pavés, j'ai récupéré du bitume du pont Gallieni, pour faire le truc qui est crevé par la végétation. Et puis bon, c'est un peu... Après je débordais, j'allais gagner sur les voisins dès le mois de septembre. Voilà, ça c'est juste pour vous rappeler qu'on fait encore des choses comme ça c'est la Pardieu la semaine dernière, hein. Donc au niveau présence végétale, hein, je parle d'écologie, il y a vraiment, des raisons. Et puis juste à côté, on a aussi des choses comme ça, qui sont vraiment intéressantes. On est dans un patio qui est vraiment agréable, qui est vraiment beau. Et en même temps, je vous invite à imaginer le coût, le bilan carbone, le coût financier, le coût d'entretien de tout ça. C'est-à-dire, oui, magnifique, mais à quel prix, en revanche, quoi. Et puis, un dernier petit coup de Pardieu, il se trouve, voilà, je m'excuse, hein, mais j'ai bossé pour le Grand Lyon, alors j'ai été obligé d'aller boulevard Villiers-Mers, ce n'est pas dans mes habitudes, mais voilà. Là, c'est juste un grand classique, et ça faisait longtemps que j'avais vu plein de photos, j'avais vu plein d'endroits où je n'avais pu la prendre en photo, de ce système. C'est, vous savez, il y a une plante qu'on aime bien, c'est quand on dit aux gens, voilà, faut arrêter l'arrosage. Ça, je ne dirais pas le contraire, moi personnellement, je suis assez fier d'avoir jamais acheté un arrosage automatique. Donc je ne veux pas dire le contraire, très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vise un cran au-dessus en résistance sécheresse du terrain qu'on a. Mais quand on plante de la stipa tenuifolia, c'est pas un cran au-dessus qu'on vise, c'est 10 crans au-dessus, quoi. C'est des tueurs qui poussent dans le gravier. Donc qu'est-ce qui se passe quand on les plante comme ça? Donc là, vous voyez celles qui se sont fait bien ratiboiser, alors ça, je vous en parle pas, mais enfin, pour le peu d'orthoptère qui aurait pu subsister, c'est redoutable de le faire aussitôt. Mais bon. Et en revanche, les stipas, là, alors les mouchoirs, elles restent bien placées. Alors des fois, elles crèvent parce que la terre a un petit peu trop, quand même, un peu trop de rétention d'eau, quoi, pour une plante limite désertique. En revanche, vous avez vu cette belle haie, quoi. C'est-à-dire, dès qu'elle peut toucher la limite du gravier, quoi, et du pur minéral, et ben là, elle est à fond, quoi, elle est au top. Donc voilà, si les gens pouvaient connaître un petit peu mieux les plantes, voilà, c'est pas grave ça. Je veux dire, il n'y a pas de mal, ça fait de mal à personne, mais c'est couillon quand même, avouez. Alors, je reviens sur mon histoire de dimension, parce que là, dimension créative de la gestion dans les exemples, cette histoire de méthode de bench, je vous en ai déjà parlé copieux, donc je vais faire court, et je vais juste vous montrer, pareil pour le plaisir, un petit truc à moi. C'est que j'ai eu la chance de pouvoir participer à Chaumont-sur-Loire en 2009, et j'ai fait un jardin qui n'était conçu que sur le principe des dynamiques naturelles. Donc en fait, ce n'était que de la méthode de Belge, les allées en copeaux, le salon de jardin en bois sculpté d'abattage, et ces disques de couleurs représentaient comme un plan à l'échelle 1 les végétaux qui étaient susceptibles de pouvoir revenir.
Et puis à côté de ça, j'avais cultivé les plantes sauvages en pot, et puis Gérard Dosbach, le jardinier, les avait collés dans un petit coin, et tous les mois, il fallait qu'ils enlèvent des disques et qu'ils viennent planter la petite plante en conteneur. Voilà. Bon, c'était... Mais moi, j'espère que ça a fait éventuellement réfléchir quelques personnes sur les possibilités de ce que peut être un jardin qui serait fait sans planter grand-chose. Et puis, tout à l'heure, je vous avais dit, ah bah oui, qu'est-ce que j'ai fait avec les entreprises d'insertion? Bah, par exemple, là, ici, il fallait nettoyer et sécuriser pour le passage des gens dans une bétuaire, un petit bois de bouleau près d'une tourbière. Et en fait, je leur ai fait faire un point d'arrêt, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent s'asseoir. Alors là, dans cette photo-là, on ne le voit pas, parce que voilà, il y a une autre photo où il y a des petits bancs, il y a des endroits pour se poser. Et juste un endroit pour profiter de cet endroit qui est un peu particulier, un bois de bouleau comme ça, c'est un peu spécial comme ambiance. Et juste un cercle, bien propre, fait uniquement avec les déchets de ce qu'ils avaient autour. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une solution, non seulement pour faire un truc rigolo, un peu land art à peu près, mais surtout pour valoriser le travail des entreprises d'insertion. Et puis, dernier petit truc avant de vous laisser, c'est tout ce qui est innovation technique. Alors là, en fait, j'en ai toute une liste avec des trucs positifs, des trucs négatifs, un peu de tout. Là, vraiment, alors on va aller vraiment résumer à l'essentiel, c'est-à-dire que les innovations techniques, c'est passionnant, mais est-ce qu'on peut chercher des fois, j'ai l'impression qu'on cherche des fois dans des directions un peu absurdes. Alors, bon, je vous passe le terrain flottant, les arbres qui gisent dans le port et tout ça. Concentrons juste une seconde sur l'image d'en bas, quoi. C'est-à-dire, on veut du toit végétalisé, on dit, ah mais oui, je vais vous faire une forêt sur les toits, mais ces gens n'ont jamais vu un arbre à 30 mètres de haut, quoi. C'est pas possible. C'est comment imaginer? Non, mais je dis pas qu'on ne peut pas faire une forêt, mais elle n'aura pas cette tête-là. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Et à quel prix? Toujours pareil. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les progrès techniques nous permettent de faire des choses intéressantes ou alors de les utiliser avec discernement? Je vais vous prendre un autre exemple qui, moi, me choque. C'est que j'apprécie énormément le travail de Patrick Blanc, j'aime beaucoup les murs végétaux, mais faire un mur végétal dans un couloir de vent comme celui de la Seine, qui à peu près pour les Lyonnais, c'est pas comme le couloir du Rhône, enfin franchement, ça y va. Au niveau déshydratation, au niveau consommation de flotte, mais c'est incroyable. Il nous dit que ça travaille en circuit fermé. Vous imaginez l'évaporation sur une surface comme ça, dans un couloir de vent pareil? C'est incroyable. Donc évidemment, maintenant, la photo, elle est plus comme ça. Hein. Il y a des palissades devant, je ne sais pas s'ils les ont enlevées, mais de toute façon, les gens, ils arrachaient le pied du truc, il y a les endroits qu'on séchait. Et le coût, quoi. C'est pas autonome, quoi. Donc il y a des gens qui ont essayé d'imaginer des murs végétaux qui soient, si ce n'est totalement autonomes, du moins un peu économes. Mais là, on est dans l'apparat pur et dur. Le même Patrick Blanc a fait des choses dans des cours d'immeubles qui sont absolument superbes et qui sont tout à fait raisonnables au niveau de la consommation. Ça, c'était pas raisonnable, quoi. Voilà, enfin, c'est ce genre de trucs. Alors après, je vous passe évidemment les salades qui poussent avec des LED et ce genre de trucs. Mais là, c'est plus dans la nuance, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, bon, en deux mots, ce qui m'occupe aujourd'hui, alors là, voilà, on parle de moi, peut-être pas... mais c'est juste, voilà, maintenant, voilà, je réfléchis par exemple à comment trouver un intérêt, à réussir à continuer à préserver une toute petite zone humide qui est coincée entre une très grosse zone d'activité en situation urbaine extrêmement dense, certes près du Rhône, mais entre le Rhône et elle, il y a un gros pôle multimodal, il y a une station d'épuration, il y a... Et cet endroit, comment est-ce qu'on fait pour le préserver? Vous voyez, il y a des endroits, on dirait des petites lawns, il y a des castors, il y a une biodiversité qui est plutôt intéressante, mais comment on va faire pour la préserver avec la pression qu'il y a autour pour soit l'ouvrir au public à tout va, soit bâtir dessus pour pouvoir mettre quelques entreprises en plus, et je comprends bien tous les tenants et aboutissants. Moi, mon travail là-dedans, c'est aussi pour ça que je vous parle de ça, c'est que moi, mon métier dans ce genre de choses, c'est-à-dire la participation au plan de gestion, c'est essentiellement un travail de médiateur en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne, il faut que je parle à tout le monde, il faut que je comprenne, alors quand c'est à la campagne, il faut que je comprenne les chasseurs, il faut que je comprenne les agriculteurs, il faut que je comprenne les naturalistes, il faut que je comprenne le gars qui habite à côté, qui supporte plus les activités des autres. Et là, c'est pareil, mais en situation urbaine. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, ça me faisait un peu peur, c'est qu'en fait, c'est exactement le même métier. C'est-à-dire, c'est juste, il faut écouter tout le monde et essayer de trouver... alors des points communs difficiles, mais des plateformes admissibles, en tout cas par tous.
Et puis, là pareil, on en parlait, voilà, maintenant qu'il y a le grand stade, on a encore une zone de terre agricole comme ça, et que va devenir cet endroit là? On n'est pas considéré dans l'Est lyonnais, hein, je dirais dans l'atlas des paysages de la région Rhône-Alpes, ça s'appelle encore agglomération lyonnaise. Enfin, faut dire, on n'est pas très fort en atlas du paysage ici, mais on n'a pas fait le travail vraiment détaillé. Mais voilà, quoi, c'est quand même considéré comme étant en ville. Et vous voyez la taille du stade, l'échelle, on a encore de quoi se faire à manger à côté de chez nous si on n'est pas trop ballot. Il faudrait en faire quelque chose, notamment la partie est est très intéressante. Et puis voilà ce que c'était, exactement le même endroit. Alors je vous le remonte, hop, hop, voilà ce que c'était il y a 50 ans. Donc il faut bien être conscient de à quel point on s'est développé vite et qu'effectivement il y a assez peu de place pour la vie des végétaux comme des animaux. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu plus long, j'ai pas regardé l'heure, mais je vous remercie en tout cas de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question ou discussion, échange. Alors, je pense que c'était une intervention de vol quand même. Merci. Merci beaucoup Thierry. Il y a des questions. On est peut-être assoiffés aussi, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a un petit moment convivial juste après à l'accueil. C'est aussi un moment aussi pour échanger tous ensemble. On se vient voir. Et si vous avez des questions, vous intervenez aussi en amont de la démarche de projet sur des documents d'urbanisme, etc. Alors, non, pas sur des documents d'urbanisme. Sur des diagnostics de territoire. Oui, alors c'est pour ça que j'ai remis un petit peu à la fin, quand j'ai dit ce qui m'occupe aujourd'hui, c'est que en fait, l'essentiel de mon travail en amont se situe dans le cadre de plan de gestion. Donc je continue de toute façon à être référencé comme un paysagiste qui travaille plutôt avec les bureaux d'études d'environnement. Donc je ne travaille pas avec des urbanistes. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois que ça se raccroche à un patrimoine naturel d'une manière ou d'une autre. Le premier, c'est pas un espace naturel sensible en tant que tel, mais c'est par exemple c'est le service des eaux de Grand Lyon qui en est responsable. Par contre, le Piézin, c'est deux études à la fois. Il y a un AFAF, l'étude pour l'aménagement forestier, agricole et environnemental, et un plan de gestion en tant que projet nature, c'est-à-dire un équivalent pour la métropole des espaces naturels sensibles départementaux. Donc il n'y a que là qu'on peut faire du travail en amont, je dirais, pour ma part. Question, avec des écologues et des environnementalistes, on pourrait travailler en amont sur la stratégie de développement des territoires, justement, avant que les projets naissent, pour identifier les enjeux. Ça va pas jusque-là. En fait, j'ai vu votre dernière diapo où on voit qu'on c'était avant et après, on a toujours l'impression que c'était mieux avant, qu'on était fiers de notre paysage. On a l'impression que le paysage qu'on construit, on n'est pas fiers. En 1950, c'est ça à peu près la différence. On faisait des cartes postales, des entrées de bourg, etc. On était fiers, maintenant personne ne le fait avec une bois et un rond-point. Et ça m'inspire une chose, c'est qu'avant l'agriculture, là, il y a très peu de temps, en fait, il y avait un usage du paysage, la question de l'usage du paysage était importante, et on a changé. En fait, qu'est-ce qui fabrique le paysage maintenant? Est-ce que c'est l'usage ou le cadre réglementaire? Faire des zones N, des zones A, à U, etc. Est-ce que ça ne donne pas qu'un usage à une chose alors qu'on pourrait mutualiser? Pourquoi on ne pourrait pas avoir des zones N, A et U en même temps? Tout à fait. Mais alors ça, c'est une décision de paysagiste ou de politique? Ah non, on est dans les services de l'État, les paysagistes pas grand-chose. Par contre, il y a des paysagistes qui réagissent à ça. Moi, il se trouve que, par exemple, sur l'appel d'offres pour les plans de gestion, j'ai gagné un marché à commande sur les plans de gestion. Mais parallèlement, il y en avait aussi pour le travail des trams vertébreux. Voilà, je ne suis pas gagné, mais là, d'ailleurs, parce que justement, les trams vertébreux sont plus des questions stratégiques. On va plus prendre un paysagiste proche de l'urbanisme pour faire des trams verts et bleus, que quelqu'un comme moi qui a une image de quelqu'un, parce que là je vous ai mis des trucs un peu durs pour parler techno, mais sinon moi c'est fleur bleue,
Je vois des super chemises en noir, j'avoue, je suis souvent gâté quand même. Donc je ne me fais pas ces trucs-là. Mais vous voyez, quand je disais qu'il y avait une AFAF c'est quand même une étude en amont pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu. Donc à la fois c'est déjà un projet nature, et en même temps c'est un endroit sur lequel on s'interroge. Et les choses ne sont pas faciles, comme on dit, qui décide. Là, à cet endroit-là, je crois que c'est personne. C'est-à-dire que vous savez qu'il est très très difficile de manipuler le fonctionnement agricole. Par exemple, là où il y a ça, c'est les agriculteurs. On ne va pas les mettre dehors. Il y a des endroits, l'année dernière, j'avais un site de l'autre côté de Lyon, c'était les Hauts-de-Baronne, et là, les agriculteurs, c'était au secours, ils partent tous à la retraite, il n'y en a plus. C'est-à-dire que là, il y en a, on dit, qui s'en aillent, qu'on mette des jeunes maraîchers bio gentils à la place, et puis l'autre, on disait, bah non, non, on n'en a plus, les deux qui sont là, ils partent à la retraite, ça ne sert plus qu'à parquer les chevaux des villages un peu plus bourgeois, un peu plus à l'ouest. Et c'est pas comme ça qu'on va maintenir un paysage diversifié. Donc la problématique, elle est aussi sur la rentabilité agricole et qu'est-ce qu'il y a comme liaison possible pour que se parle le monde agricole et les grands aménageurs du territoire, en l'occurrence la métropole par exemple. Je ne sais pas comment ils font pour arriver à se parler de manière efficace. Je n'ai pas personnellement ni de recette ni d'aide. Ce que je sais, c'est que oui, il faudrait que ce soit plus fort. Qu'est-ce que vous pensez de l'hydrocidine pour revégétaliser? Qu'est-ce que vous pensez de l'hydrocidine pour revégétaliser? Vous avez vu sur les CSDU, en fait, quand on est sur des ouvrages avec beaucoup de stériles, avec des canons très forts, etc., c'est souvent de l'hydrocidine. Sur Péchinet, vous avez utilisé l'hydrocidine? Non, la péchidée, c'était que des plantations d'industrie. Après le chicidé, l'autre, je ne vais pas citer l'autre, si je peux dire, c'est loin. En fait, c'est le très gros CSDU qui est la communauté d'agglomération de Albi. Et à cet endroit-là, oui, quand on est avec des hectares comme ça, on l'utilise, y compris d'ailleurs pour des prévertissements, avec des volumes tellement énormes. Et sur les stériles aussi, on est obligé d'utiliser les glucémiques ou des choses comme ça. Mais comme je disais, par contre, pour les mélanges de graines, moi je me renseigne, mais je ne suis vraiment pas compétent pour définir les mélanges de graines, si ce n'est que je m'arrange toujours pour donner aux spécialistes toutes les études botaniques que je peux avoir récupérées à côté, plutôt qu'à ce qu'ils me calquent son mélange spécial des charges. Voilà, c'est ça que je veux dire. Essayer de s'inspirer, c'est très très technique, c'est super compliqué. Qu'est-ce que vous pensez du projet nature de Confluence qui consiste à créer une forêt sur les toitures? Parce que, non, mais pourquoi pas, mais si ça peut être fait sans dépenser beaucoup plus de carbone que l'on n'empêchera jamais dans 30 ans, moi je veux bien, c'est juste une question de raison. Enfin, est-ce que c'est juste pour faire une performance architecturale ou pas? C'est ça. Je suis pas au courant, je ne connais pas le projet. En revanche, il y a une chose dont il me tient vraiment beaucoup à cœur, et que franchement je ne sais pas comment faire, mais franchement ça m'intéresserait, c'est le concept de forêt urbaine. Parce que là, par contre, en termes de piège carbone, piège des polluants, on est avec eux toujours condamnés à ces histoires d'alignement, on trouve toujours quelque chose de trop. Si on pouvait tout taper à un endroit et laisser pousser une forêt, ben, on en respirerait beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, trouver une place en centre-ville pour faire pousser une forêt, une bonne association dynamique, elle y arrive, parce que le centre-ville, ils s'en foutent, c'est pas là qu'il y a le problème. Surtout dans les villes qui sont en train de s'appauvrir. Par contre, chez nous, le centre-ville, c'est là que ça coûte. C'est là que tout vaut cher, le moindre mètre carré a une valeur énorme. Donc le laisser pour faire pousser 3 arbres, c'est compliqué, les enjeux sont énormes. Et on ne peut pas nier. Quoi. Donc Confluence, sinon non, moi là où j'aurais bien vu une forêt, c'est à Confluence. Là. Devant le musée. Bah oui, au Louvre, avec des vrais peupliers du Rhône, un truc qui pousse. Non, c'est sur un toit sur quel toit? c'est une bonne question, j'en sais pas plus. Non, c'est si. Volontiers, par Elodie, volontiers, je veux bien me tenir au courant. Moi, je suis l'appel des pariculteurs, qui sont en
est en vertical ou en clôture. Et où pareil, il y a nombre de projets qui sont dans une partie de l'agriculture urbaine qui m'égare un petit peu. Je ne suis pas trop le. Ça ne va pas dans le sens d'une indépendance au pétrole ou enfin, au contraire, il y a une surenchère technologique beaucoup, très souvent. Et je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, peut-être qu'il ne faudrait pas, c'est que l'écologie passe pour un truc de réac, de s'éclairer à la bougie, oui, le cliché classique. C'est pas du tout ça, mais bon, je t'invite à lire par exemple le manifeste du paysage de l'après-pétrole, ce collectif, quoi. Les gens essaient juste de réfléchir comment on pourra faire quand soit il n'y en aura plus, soit ça coûtera vraiment beaucoup trop cher. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est pas tout de suite, mais c'est bien de commencer à y réfléchir. C'est-à-dire que si nos solutions pour l'avenir, c'est quelque chose qui va presque à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'ils sont hyper dépendants de la connexion et de la collection d'objets qui sont fabriqués avec des terres rares, des métaux hyper précieux, des choses qu'on n'aura peut-être plus, et du pétrole, ça me semble un peu dommage qu'on ne cherche que ça. J'ai fait une petite réflexion sur le participatif sur les opérations d'aménagement ou de ménagement d'ailleurs. Et vous avez évoqué le fait d'être en train de tâtonner, faire des recherches, parce que là on imagine très bien les impacts positifs à court, moyen, long terme en termes de compréhension de ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous avez fait comme expérience alors, comme expérience, la principale que j'ai vue, c'est pour Aix-les-Bains, pour le Jardin Vagabond, où j'ai essayé d'associer les lycées. J'ai essayé, ça s'est fait. Mais ça n'a pas été un succès de mon point de vue. Non pas du tout à cause du lycée, mais je dirais une espèce de mayonnaise qui a parti. Vous voyez, et voilà, sans dire de méchanceté, disons que les gestionnaires, à mon avis, n'étaient pas au niveau pour mettre tout le monde d'accord. Mais c'est pas évident à faire. Parce qu'il faut effectivement trouver un équilibre. Et moi, ce qui me fait plus craindre, j'ai eu beaucoup de remarques vis-à-vis des entrepreneurs. Qui disent, attendez, votre truc, là, vous faites bosser les entreprises d'insertion, vous faites bosser les mecs du lycée, vous faites bosser l'ONF, vous avez fait bosser l'ONF, qui est une monstruosité. Et donc, bon, des fois, la charge était un peu lourde, quoi. J'ai tombé sur un ultra-libéral une fois, mais je comprends par contre que ça. Enfin, je trouve que c'est évident que ça peut être. Comment faire et je dis, je n'ai pas la solution. Je m'intéresse aux entreprises qui essayent de le faire. J'ai discuté avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui ne soient pas juste anecdotiques, mais qui en même temps ne soient pas non plus dans une logique économique forte. Puisqu'il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire aux entreprises parce que ça coûterait trop cher. Notamment la présence, la présence quotidienne. Quand je vous dis que les sciences participatives, allez regarder s'il y a une mise annuelle, si on a de l'art de Lucas Cerf-Volant sous le tas de bois, on va pas payer les entreprises dans les contrats d'entretien pour suivre la biodiversité, si vous voulez. On peut faire par contre qu'ils soient assez connaisseurs pour encourager les gens à venir s'y intéresser et qu'eux forment. Ah oui, non, ça veut dire que les jardiniers, enfin moi je trouve que c'est plutôt valorisant pour les jardiniers, ils seraient moins des pousse-tondeuses, ils seraient aussi des sortes de. Alors il y en a qui n'ont pas envie d'être des animateurs, je comprends, mais vous voyez ce que je veux dire, et je pense qu'il y a une porte un peu par là aussi, qui est par les gens de l'entretien qui viendraient un petit peu plus connaisseurs et transmetteurs surtout de ce qu'ils connaissent. Il existe des formations, il y a déjà des services espaces verts qui reçoivent une formation des conservatoires régionaux de l'espace naturel pour justement pour être sensibilisés à tout ça. Bien sûr, on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'ici on est en Rhône-Alpes et c'est pas la région la plus. J'ai une question. Je sais qu'il y a des gens de plein de régions, et voilà, faut accepter que nous sommes en Rhône-Alpes et que c'est pas la région la plus écolo du monde, et de France en particulier. Voilà. Et j'avais une question au niveau des vos fournisseurs. Est-ce que vous avez des projets d'aménagement dans les milieux naturels? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes pour trouver justement des fournisseurs d'espèces types avec, je pense, au label végétal local, ou alors lorsqu'on parlait de semis, des producteurs de semenciers qui produisent des espèces types, pas des variétés. Si, mais ça s'améliore.
Mais ça dépend pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, moi j'ai une part de travail qui relève de la maîtrise d'œuvre qui est extrêmement claire. Et que de toute façon, ce sont en général les entreprises, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des marchés d'achat de végétaux. Ce sont donc les entreprises. Donc là, mon problème, il n'est pas tellement de trouver les fournisseurs, il est de tourner mes cahiers des charges de telle sorte que l'entreprise voudra bien faire l'effort de chercher le vrai truc. Bon, on m'a déjà fourgué un truc pour un autre. Hein. Il n'y a pas de doute. Sinon, si votre question est vraiment sur les fournisseurs, on a déjà eu d'ailleurs ici une journée sur les palettes végétales. Et j'avais développé un petit peu, moi, ce que je pensais notamment du label végétal local. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Le problème, c'est que pour l'instant, sur la carte, il n'y a pas beaucoup de points. Alors, en semencier, il y a 2-3 gens intéressants. En Ligue 2, dans la région, on en a un. Et j'ai reçu sa liste il n'y a pas longtemps, parce que je suis demandé chez elle, c'est j'ai demandé donc, à un de leurs commerciaux de faire passer la liste. Il est super, quand même, il a fait passer une heure. Ils n'ont pas grand-chose, parce qu'en fait, le procédé, la procédure pour qualifier les trucs est aussi vachement lourde. C'est très ambitieux. Et en même temps, si ça l'est moins, on dira ouais, mais c'est du fake. Donc je dirais que c'est un problème, je pense que c'est vraiment dans le temps qu'on va réussir progressivement à avoir ça. Et en même temps, ça ne concerne pas beaucoup de gens, c'est la plupart des gens qui travaillent en urbain,